Bonjour à tous. Eh bien, comme je l'avais annoncé lors de la précédente émission, dans la foulée, avec Pierre, nous allons continuer, Pierre Jovanovic, nous allons continuer d'explorer les problèmes monétaires financiers internationaux. Et merci Pierre d'être de nouveau merci à vous. Avec nous. Et cette fois, on n'est plus que les deux chauves, hein, oui. précisons-le. Oui, on en a perdu un en cours de route, c'est triste. Le pauvre. Nous pensons bien à lui, en toute amitié. En tout cas, il y a une question qui interpelle beaucoup de nos téléspectateurs, c'est évidemment le dollar et l'or. Parce que on commence à nous dire que le dollar a fait son temps. Oui, d'ailleurs, vous avez fait une très bonne petite revue de presse, là. Oui. Parce que là, on a quand même 4 titres. C'est très intéressant, d'ailleurs. The Wall Street Journal. Pourquoi le règne du dollar est proche de la fin? Voilà. Et voici ce qu'ajoute le Wall Street Journal, qui n'est pas la Bible. Mais enfin, le fait le plus étrange sur le marché d'échange, c'est la manière dont le marché tourne autour du dollar, mais le règne du dollar arrive à son terme. Alors si c'est le Wall Street Journal qui le dit, mais est-ce que ça ne sera pas pire après? Nous allons essayer de voir. The UK Telegraph, c'est United Kingdom, voilà. Il dit la même chose. 70 ans de domination du dollar sur le point de prendre fin. C'est formidable. Sauf que la suite... Bon. Huffington Post. On peut ne pas être d'accord avec ce que dit... Ouais, on connaît le Huffington Post, c'est la voix de son maître. Hein. Exactement. Voilà. Mais voici ce que dit le Huffington Post. Ça leur a échappé, à mon avis. Oui, enfin, c'est ça. Ouais. Ça le FMI appelle à une alternative au dollar comme monnaie mondiale. Le FMI. Ouais, le FMI. Alors venant du FMI, ça m'étonne, parce que le FMI appartient aux Américains par définition. Voilà. Donc là, il y a une tentative, en fait, les Américains savent qu'ils ne pourront pas rembourser leurs dettes, numéro 1. Et ensuite, si on prend la valeur du dollar depuis sa création, c'est-à-dire en 1913 jusqu'à aujourd'hui, le dollar ne vaut plus que peut-être 8 centimes ou 5 centimes. Voilà. Donc c'est la fin, c'est clairement la fin du dollar. Hein. En revanche, il n'y a strictement aucune monnaie pour la remplacer. Ça, on est d'accord, sauf la couronne norvégienne, hein, je précise. Le fonds souverain norvégien est colossal. Non, mais c'est absolument énorme. Énorme. C'est un pays qui n'est pas endetté, sauf que là, il commence déjà à être endetté. Hein. C'est une première même pour eux, à cause de la baisse du cours du pétrole. Ici, vous touchez du doigt le problème de la déconnexion de l'or. Hein, là, il y a 4... voilà, on a le Guardian, la Chine appelle à la fin du règne du dollar, le Huffington Post, le Telegraph et le Wall Street Journal. Techniquement, si la Chine appelle à la fin du règne du dollar, parce que la Chine achète énormément d'or, elle achète tout ce qu'elle peut, c'est la première chose. Et ensuite, elle encourage tous ses habitants, ça c'est très important, tous ses habitants à acheter de l'or, à stocker de l'or, donc à mettre leurs économies dans du physique, point. Donc c'est très important, donc ça fait deux économies, deux stocks d'or, pardon, qui vivent en parallèle. Et il n'y a pas d'alternative au dollar, le dollar lui-même étant mort, le yen est une monnaie de singe, la livre sterling est une monnaie de singe, et rien. Et l'euro, alors là, par définition, est une monnaie de singe et une monnaie bancale qui est plus est. Joseph Stiglitz, prix Nobel. Oui, enfin bon, Stiglitz, prix Nobel, on sait à qui ils donnent les prix Nobel. Hein, ils ont donné le prix Nobel, comment il s'appelle c'est pas Fischer, c'est l'autre de l'école de Chicago qui nous a expliqué que tout pays pouvait fonctionner avec 3 ou 4% de déficit par an. Hein, comme par hasard, c'était juste au moment où les Américains ont abandonné l'or. Oui, bien entendu. Voilà. Bon, c'est vrai, mais Stiglitz est en train de nous dire que l'Europe est en crise à cause à cause de l'euro. Quand c'est un prix Nobel qui le dit, on a tendance à... Parce qu'ici, nous l'avons dit depuis la centaine d'émissions que nous avons faites de politique et économie. Mais quand c'est un prix Nobel, ça aide un peu quand même.
Non, enfin, écoutez, franchement, moi, les prix Nobel, attendez, le prix Nobel a été donné à Obama, un prix Nobel de la paix. C'est vrai. Excusez-moi, donc franchement, le prix Nobel, on sait que c'est les Américains qui le pilotent également. Hein, Bien sûr. Obama a été un parfait exemple, ça, c'était complètement déconsidéré. Les prix Nobel d'économie, a été donné également à comment il s'appelle, Hall, je crois, qui avait fait toute une étude sur le fait de prévoir la montée des cours avec une équation mathématique qui sortait d'une navette spatiale. Hein, et on sait ce que ça a donné. Ça a donné LTCM, qui a explosé en plein vol. Ça a coûté une blinde à la BNP, à la Société Générale et à une dizaine de banques. Là, les lecteurs qui veulent en savoir plus, c'est Blackmasters. Mais on a eu quand même un prix Nobel d'économie français et qui, lui, ne s'était pas trompé sur le problème Monsieur du dollar. Et c'est une occasion. Et c'est pour ça qu'il a été interdit d'antenne. Ah oui, et c'est extraordinaire. Il a été interdit d'antenne totalement de A à Z. Maurice Allais est devenu muet dès lors qu'il a critiqué l'euro, il a critiqué le dollar. Et le dollar, bien entendu. Comme De Gaulle. De Gaulle qui avait dit un moyen de crédit approprié à un État. C'était une belle formule. Il parlait de la planche à billets. Mais bien sûr, déjà. Il parlait de la planche à billets. Déjà, il en parlait. Bon, donc il vous semble, Pierre, que le dollar n'en a plus pour très longtemps. Mais on dit ça depuis. ça fait quand même pas mal depuis 71, on le dit. Non. Depuis qu'il a décroché d'avec l'or. On dit que, techniquement, si vous voulez, depuis l'explosion de Wall Street, la confiance a été perdue. Ouais. Le problème c'est qu'aujourd'hui, tous les gouverneurs de banques centrales européens sont aux ordres des Américains. C'est une affaire politique. La preuve en est, tiens, la preuve en est, vous l'avez sur le quotidien, je vous le donne de tête. Hein. La Banque nationale suisse, voilà une banque qui devrait être typiquement indépendante. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Figurez-vous, que fait la Banque nationale suisse? Elle achète des actions Apple. Dès que l'action Apple baisse, hein, on l'a vu l'année dernière, on l'a vu encore cette année, la Banque nationale suisse achète des actions d'Apple. Mais vous n'y croyez pas. La Banque nationale suisse est censée être exister et travailler pour le bien-être de l'économie suisse, pas pour le bien-être de l'économie américaine. Donc vous voyez bien à quel point les Américains ont mis la main sur tous les gouverneurs de banques centrales. Pardonnez-moi de revenir à ça, mais je pense que je le montre bien dans l'un de mes livres, dont vous avez parlé. D'ailleurs, c'est dans 666. On voit le travail absolument phénoménal de la CIA sur les gouverneurs de banques centrales. Il y a M. Trichet, il y a cette fameuse vidéo de M. Trichet. Le journaliste lui pose une question sur le fait que les gens de Goldman Sachs deviennent tous gouverneurs, etc. Non, je refuse de parler. Il se lève, il s'en va. Voilà. C'est la puissance, le pouvoir. C'est la puissance de l'argent et la puissance des États-Unis est absolument colossale. Ils ont mis la main sur tous les circuits financiers. C'est pour ça qu'ils ont acheté le CAC 40. Moi, je le rappelle à vos spectateurs, le CAC 40 n'est plus américain, n'est plus français, il a été acheté par les Américains. Ouais. Et il n'est même plus en France, il n'est même plus à Paris, il est dans une banlieue de Londres, relié à 2 câbles de fibre optique. Ouais. C'est juste une boîte à chaussures, le CAC 40. Hein, et d'ailleurs, regardez bien, le CAC 40, ça fait 3 ans qu'il fait de l'accordéon. Vous êtes toujours à 4300 ou à 4002. Ça fait 3 ans, on vous prend pour des crétins. Hein, BFM, iTélé, etc. Dès que ça monte, la bourse a pris 1%, 2%, etc. Dès que ça baisse, ils n'en parlent jamais. Hein, donc, qu'est-ce que vous entendez depuis 3 ans sur BFM? La bourse monte. Alors qu'elle fait exactement du surplace. Mais quelle enflure j'ai pas de mots pour décrire cette espèce de désinformation dont les Français sont victimes. Je vais vous en donner un mot à propos du dollar. Le dollar, c'est notre monnaie, mais votre problème. Exactement, c'est tout à fait ça. Je ne sais plus de qui est la formule. Du gouverneur de la Fed du Texas. De l'époque de... Absolument, qui était dans la voiture avec Kennedy, figurez-vous. Voilà, c'est ça. Il était dans la voiture avec Kennedy. Ah oui. Oui. Ah oui. Lui et c'était le conseiller de Nixon. C'est lui qui. Voilà, c'est ça, conseiller Nixon. C'était le conseiller de Nixon. C'est notre monnaie et votre problème. Exactement. Quand ils ont déconnecté, techniquement, les Américains ont fait un défaut de paiement or. Tiens, puisqu'on parle de défaut de paiement en or, on pourra peut-être parler de la Deutsche Bank qui a fait un sublime défaut de paiement cet été-là. Ouais. Alors, hein, vous l'avez Je l'ai quelque part. Je crois que c'est là.
Oui, voilà, c'est celle-là. C'est Extra Gold. Hein, voilà, c'est extra Gold. Je vous le dis. Donc la Extra Gold, alors c'est une filiale, on va dire, de la Deutsche Bank qui vend des lingots d'or et promet de les livrer physiquement aux acheteurs s'ils le demandent. Et figurez-vous, donc, Extra Gold s'est retrouvé avec l'état-major de la Deutsche Bank dans un énorme scandale, hein, puisque un manant a osé demander la livraison de son or physique. Voilà. Ça me rappelle l'affaire John Law. Vous savez, quand un aristocrate a demandé, il a demandé, rendez-moi mon lingot d'or. Et voilà, et le mec a dit non, monsieur, non, on n'a plus rien, hein, on en attend. On en attend. Et ça a fait exploser le système. Vous avez vu que les Allemands, nous l'avons dit dans une précédente émission, les Allemands achètent des coffres-forts massivement. Oui, bien sûr. Et les Japonais aussi. On sait pourquoi. Mais à cause des taux négatifs. Mais voilà. On en a parlé. Bien sûr. Alors il a dit je veux l'emporter chez moi, hein, je veux le mettre dans la caisse du chat et je vais le recouvrir de litière. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc, alors il faut préciser que Extra Rien avait promis juré craché sur son contrat de livrer chez vous par scooter Express Pizza Hut votre lingot d'or. Voilà. Hein, précisons-le. Eh bien, le client est surtout extra niqué. Extra Gold lui a fait savoir qu'il pouvait se brosser la Deutsche Bank n'ayant plus d'or. Un ange avec les plumes enduites de goudron et de passé, comme l'aurait écrit Gérard de Villiers. Voilà, c'est à lui. Le scandale est remonté jusqu'à la Kommandantur, hein, à la Deutsche Börse, qui a confirmé qu'en ce moment c'était dur, hein, et que la Deutsche Bank, comme la Commerzbank et d'autres établissements allemands, n'avaient hélas plus d'or à portée de main, qu'elles en attendent incessamment sous peu, le temps que l'or soit extrait du Rhin, et qu'en conséquence, le client recevra du PQ, papier, à la place. Voilà, c'est extra. Non mais voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus d'or? C'est extra, mais c'est un défaut de paiement. Mais la question, c'est comme si vous alliez acheter, vous allez chez Mercedes, il dit bon monsieur, on a commandé votre Mercedes classe S, hein, voilà, vous allez la recevoir dans un mois, hein, puis le 30 avril vous y allez. Elle dit non monsieur, on n'a pas votre Mercedes, mais on a un modèle réduit, Dinky Toys, Matchbox, voilà, c'est pour vous. Non, mieux que ça, une Mercedes papier. Une Mercedes papier. On lui donne la fiche technique. La fiche technique, le catalogue. Alors, c'est pas idiot ce que vous dites. Vous savez qu'on avait parlé des Chinois. Des Chinois qui ont des billets, qui ont des billets, vous savez, pour les morts, pour les morts, pour les morts, pour qu'ils arrivent de l'autre côté avec plein de monnaie. Voilà. Eh bien, vous pouvez également acheter des Mercedes en carton que vous mettez dans le cercueil. Non mais c'est pas une blague. Chez les Chinois. Oui. Bien sûr. Vous allez dans le 13e, là, vous n'êtes pas loin. Tiens, il faudrait que j'en trouve pour la prochaine émission. Non mais attends, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Et les gens sont niqués, quoi. Vraiment. Ils pensaient acheter de l'or, ils se retrouvent avec du papier. Voilà. Oui, mais alors maintenant, pourquoi la Deutsche Bank n'a plus d'or? C'est ça la question. D'abord... Déjà, les Allemands, ils ont essayé de récupérer l'or, hein, puis ils attendent toujours. Il y en a l'or qui sont opposés aux États-Unis, ils l'attendent toujours. Et puis, les Chinois achètent actuellement, représentent 40% des achats d'or dans le monde, aujourd'hui, en 2016. Bon. Mais pourquoi est-ce que tout le monde achète de l'or? Alors, bien sûr, vous et moi, l'épargnant, c'est par précaution. Mais c'est pas ça. C'est en réalité que tout le monde cherche une alternative au dollar, justement. Ben c'est une alternative tout bêtement pour... L'or vous permet, c'est ce que je dis toujours, cette phrase, elle permet de transporter vos économies dans le temps. Et vous avez maints exemples. On a encore retrouvé cet été une pièce d'or d'un bateau qui avait échoué au large de la Floride. C'était un navire espagnol. Et on a un galion, voilà. Et on a retrouvé donc des pièces d'or. Ces pièces d'or sont toujours valables. C'est quand même incroyable. Voilà. Si vous retrouvez des dollars... oui, ils ont frappé. Non, je parle de papier. Ah bon, d'accord. Là, vous pouvez vous servir en PQ, il n'y a pas de problème. Non, mais il y a des pièces de dollars en or. Bien sûr. Mais, alors, elles valent une fortune d'ailleurs. Là, on ne vous parle même pas des valeurs numismatiques. Bien sûr, on parle de... Alors, la question, c'est évidemment, l'or va monter. Donc, si vous êtes détenteur d'or, même d'or de bijoux, par exemple, chers téléspectateurs... C'est pas la même chose. Gardez-le. C'est pas la même chose, oui. Vous leur conseillez de le garder ou pas? Non, mais les bijoux, si vous voulez, en Inde, vous savez, la Banque centrale, sur la pression des Américains, parce que ça, je l'ai décrite maintes fois, au Vietnam
Et dans les pays asiatiques, bien entendu, Vietnam en particulier, et en Inde, l'or c'est quelque chose d'inné. Si votre femme n'est pas couverte d'or, c'est que vous êtes un loser, quoi. Voilà. Oui. Donc toute indienne qui se respecte doit avoir son pactole en or qu'elle peut mettre à la ceinture. Oui. Dans les mariages, on offre beaucoup d'or et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, il y a une campagne en Inde menée par la Banque centrale indienne, à la demande de la Fed, bien entendu, pour que les temples, parce que les temples bouddhistes, les temples ont des sommes colossales en or. Genre, ils ont 300, 400 tonnes, certains. C'est historique, ils ont ça depuis des siècles. Oui, ça remonte. Voilà. Très ancien. Et donc, ils leur demandent de donner leur or à la Banque centrale en échange du PQ. C'est génial, non? Voilà. Et ça, c'est bien entendu sur la pression des Américains. Voilà. Ça vous montre bien que les Américains combattent toujours l'or autant qu'ils peuvent. C'est plus que jamais. La moitié de la planche à billets qu'ils fabriquent va pour baisser le cours de l'or et celui de l'argent. N'oubliez pas, dans la Constitution américaine, je finis juste là-dessus, la Constitution américaine, il est clairement marqué, la seule monnaie valable, ce sont les pièces d'or et les pièces d'argent. Parce que les pères fondateurs américains ont vu ce qui s'était passé en France avec les assignats. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis dedans. Les assignats. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, donc, les Américains essayent de faire migrer l'or vers chez eux. On va dire ça comme ça. Vers Fort Knox, par exemple. Oui, ils essayent, parce qu'ils n'avaient plus d'or dedans. Et vous savez, l'or qui est à Fort Knox, le problème, c'est que c'est pas du 24 carats. L'or de banque, c'est du 24 carats. Ah oui, c'est ça. Tous les gens qui ont... ils se sont retrouvés à Fort Knox quand Franklin Roosevelt a forcé les Américains à vendre leur or à la Fed. Il y avait beaucoup de... il y avait des pièces, alors c'était vous savez, de teneurs d'or différentes. Et en fait, la plupart des lingots d'or n'étaient pas... Dans mon livre 666, justement, vous avez un texte de la Banque d'Angleterre qui dit « Les Américains nous ont envoyé des lingots et c'est même pas du 24 carats, c'est du caca. » Non, mais c'est un document absolument extraordinaire. Ils essaient d'arnaquer même leurs cousins anglais. Ça vous montre le... Mais c'est dingue. Ils font tout pour empêcher l'or de monter. Bon. Et ça arrange les Chinois et les Russes qui l'achètent en masse. Oui, mais ils n'y arriveront pas. L'or ne va cesser de monter. Il y en a qui le donnent à 10 000 € l'once. C'est sûr que lorsqu'il y aura une grande faillite bancaire, genre Deutsche Bank, Montepaschi, je ne sais quelle autre banque, lorsqu'il y a vraiment une crise financière, là je peux vous dire que l'or, la valeur de l'or va littéralement augmenter. Vous savez, je donne toujours cet exemple, vous confirmez, la presse. Comme aujourd'hui, la presse officielle, la presse en 1939 disait « Chers Français, Françaises, vous ne risquez rien, les Allemands se fracasseront dans la ligne Maginot. » Voilà. Et les gens étaient sur les terrasses des cafés, etc. Les Allemands ont contourné la ligne Maginot, et du jour, en une fraction de seconde, les gens ont pris leurs jambes à leur cou, numéro 1. Et numéro 2, ce que les gens ne savent pas, c'est que les billets de banque en circulation, à ce moment-là, ne valait plus rien. En une seconde, elle ne valait plus rien. Au moment de l'exode, oui, bien sûr. Bien sûr. Ce qui est normal. Du jour au lendemain. C'est logique. C'est logique, puisqu'il y avait effondrement de la souveraineté, effondrement de la puissance publique qui s'était carapatée à Bordeaux, puis en attendant de s'embarquer sur le Massilia, sur d'autres cieux. C'était uniquement avec des pièces d'or. Ouais. Les gens refusaient les billets de banque, ils acceptaient que les pièces d'or, les pièces d'argent. La preuve, c'est que... par charité, on ne citera pas son nom, mais un ancien président du Conseil qui fuyait en Espagne a eu un accident de voiture avec sa maîtresse, et que dans la voiture, on a retrouvé, non pas des billets de banque, mais de l'or. Mais bien sûr, de l'or. De l'or, mais c'était qui? Dites-nous son nom, on s'en fout. Dites-nous. Voyons, mais c'est Paul Reynaud. Ah, c'est Paul Reynaud? Celui qui disait quelques mois auparavant « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». D'accord, Paul Reynaud, d'accord. Voilà. Cela dit, Paul Reynaud, il a quand même donné une grosse enveloppe à De Gaulle. Il a quand même donné une... on ne va pas lui jeter la pierre, on va dire ça comme ça. Le magot qu'il a donné à De Gaulle lui a permis au général de s'installer à Londres. C'est l'histoire. Bon. Alors, nous ne sommes pas dans l'histoire, quoique l'histoire est l'histoire se répète. Bien sûr. On le voit. Ah, c'est très frappant. Là, on le voit. C'est très frappant. Alors, donc, est-ce qu'il y a une monnaie de substitution? Dans une précédente émission, nous avions évoqué, avec Ludovic Grelling, la montée des fameux DTS. Oui. Qu'en pensez-vous?
Est-ce que ça peut devenir une monnaie internationale? C'est la question que m'a posée Max Kaiser hier. Le DTS n'est ni plus ni moins qu'une forme de ETF, c'est-à-dire un certificat de possession papier d'un lingot d'or que la banque n'a pas. Hein, voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais historiquement, le Special Drawing Rights a été conçu par la Fed pour justement pour que Fort Knox ne se vide pas de son or dans les années 60. À l'origine, absolument. À l'origine, dans les années 60, c'était ça. Et c'était basé, c'était basé sur 35 grammes d'or. Hein, voilà. Donc il ne faut jamais oublier ça. C'est du caca. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Il n'y aura pas de SDR. L'effondrement du système financier est absolument inévitable, on le voit, hein, toutes ces informations nous le montrent. Tiens, je vais vous donner une info marrante parce que c'est vraiment assez comique. La seule solution, c'est de revenir à une monnaie garantie par l'or. Parce que dans la tête des gens, c'est toujours ça. Et je dis toujours, n'oubliez pas, le premier banquier que tous les Français, enfin la très grande majorité des Français ont rencontré, hein, qu'ils connaissent le mieux, c'est Picsou. Hein. Et Picsou nage dans sa piscine avec ses lingots d'or. La piscine de Picsou, c'est la réserve fractionnelle. C'est superbement, illustré. C'est le banquier le plus simple. Les Français, le banquier qui connaissent le mieux, à part le leur évidemment, c'est Picsou, parce que tout le monde a grandi avec ça. Eh bien, on va faire une pause sur Picsou. Picsou, c'est déjà. Mais c'est marrant parce que là, en anglais, il s'appelle Mr. Scrooge. C'est Monsieur Radin. Scrooge, le Radin, quoi. C'est Monsieur Radin. Alors il aurait pu s'appeler aussi Mr. Crook. oui. Monsieur l'escroc. Absolument, Monsieur Crook. Alors, mais Picsou, ça lui va bien, je trouve. Ben voilà. Alors, mon cher Pierre, les DTS nous avaient amené à parler de Picsou. On va revenir quand même aux DTS. oui, c'est normal. C'est logique. Puisque les DTS à la base sont basés sur l'or, donc c'est normal qu'on parle de Picsou. Cela étant, je ne trouve pas le personnage très sympathique. J'aime pas cette façon très américaine d'approcher les réalités économiques. Mais enfin, ce sont des réalités économiques. Mais vous parlez de Picsou ou de DTS, là? Non, je parle de Picsou. D'accord. Non, parce que c'est je trouve que la représentation... Non, mais la représentation... Attendez, Picsou a mis dans la tête de tous les enfants le fait que banque est en relation avec les pièces d'or et les lingots d'or. C'est vrai. Ah oui, sauf ça, vous ne pouvez pas y échapper à ça. Sauf qu'ils n'en ont pas une dans leur poche. Oui, tout à fait. Oui. Vraiment, ils l'ont bien déconnecté. Hein. C'est le cas de le dire. Alors, mais si vous posez la question aux gens, ils sont tous persuadés que dans les coffres de la BNP, que le patron de la BNP est assis sur une pyramide de lingots d'or. Posez la question dans les gendarmeries, vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Je vous le dis, hein, les gens sont persuadés que les banques sont remplies d'or. Vous savez quelle est la richesse de la BNP? Allez-y. Je vais vous le dire. C'est un bout de papier, bien sûr. C'est en papier, c'est encore du papier. Je vais la voir. Je lui dis, prêtez-moi de l'argent. Et en échange, je lui signe une reconnaissance de dette. Voilà la richesse de la BNP. C'est toutes les banques. Oui, c'est un OU. Voilà. C'est ce que j'ai dit dans une formule un peu technique. Une banque commerciale monétise sa dette. Voilà. Un actif non monétaire. Monétise un actif non monétaire. Non mais il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça pour le spectateur. On va parce que c'est génial. Le principe de la réserve fractionnelle de la banque moderne. Voilà, BAL 1, BAL 2, BAL 3, et je reste poli. Voilà. Voilà. Je vous donne 100 €, d'accord? Oui, 100 €. Je veux bien. Voilà. Je vous donne 100 en or. Voilà, je vous donne 100 €. Vous allez à votre banque, la BNP, d'accord? Vous déposez ces 100 €. Oui. La BNP a le droit de, je simplifie, de prêter immédiatement 90 €. D'accord? Un client de votre agence demande un prêt. Ils vont lui donner vos 90 €.
les 90 €, elle va les dépenser dans autre chose. Elle va le donner pour une banque qui s'appelle la Société Générale, elle va acheter un truc, donc il y a une autre personne. Elle va déposer ses 90 €, la Société Générale va pouvoir prêter 80 €, et voilà. Ainsi de suite. Et donc vous voyez que c'est à l'infini, parce que tout repose sur la dette, et que, comme l'avait expliqué le professeur Fekete, il n'y a plus d'extincteur de la dette. Voilà. Le seul extincteur de la dette qu'on connaisse, ce sont le physique. Oui. Hein, ce sont le physique, c'est l'or, bien entendu, et les échanges entre pays. Par exemple, tu me vends, je sais pas moi, 200 tonnes de blé, et moi je te donne 200 tonnes de charbon. Voilà. Là, c'est un échange de richesse qui, sur le Banque centrale, va se réduire. Mais techniquement, c'est du physique. Hein, voilà. La réserve fractionnelle, c'est la création d'argent à partir de rien. Mais c'est pas la planche à billets. Non. C'est la loi de la réserve fractionnelle. Voilà. Et faites un micro-trottoir, vous verrez qu'une partie de nos concitoyens sont persuadés que il y a un stock d'or dans chaque banque. Mais parce que ce n'est pas enseigné, c'est volontaire. Mais bien sûr. Et de même que certains sont aussi persuadés que le soleil tourne autour de la Terre. Ah ben, j'ai vu un imam, je crois, qui expliquait que la Terre était plate. Hein. Oui, hein? Oui, ça, on a des, on a des exemples. Il y a en matière monétaire une ignorance, et ce n'est pas l'enseignement tel qu'il est fait dans le secondaire qui permettra de comprendre. Mais même les troisième années d'éco ne sont pas enseignées sur la politique monétaire, sur la création de l'argent. Évidemment. Alors, donc, DTS... Vous n'y croyez pas. Mais attendez, c'est comme le Bancor. Vous voyez, dans le Bancor, on met des matières premières, etc. Ouais. Voilà, j'ai dit, allons-y, on met de la Nutella. La proposition on peut mettre de la Nutella. La Nutella peut devenir membre du Bancor. Oui. Puisque la consommation de Nutella est mondiale. Oui. Alors, c'est ce qu'avait proposé Keynes à Bretton Woods en 1944, le fameux Bancor. Oui. Bon. Les DTS seraient produits par le FMI, qui serait un petit peu la banque des banques. Au fond, on applique un petit peu les méthodes de Keynes, là. On est sur un système keynésien, de toute façon. Oui. La banque des banques, c'est pas le FMI, hein, c'est le BSI. La BRI. La banque des règlements internationaux. International de Bâle. Oui, absolument. Ouais. Tout est à Bâle. Tout est à Bâle. Ça va mal se terminer, je vous le dis, moi. Attention. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Pierre. Méfiez-vous. Méfiez-vous des balles. Méfiez-vous des balles. Bon. Des balles perdues. Oui, surtout des balles perdues. Ouais. Vous savez que j'ai évité une balle. Hein. C'est l'histoire de mon livre sur les anges gardiens. Oui. Hein, on m'avait tiré dessus. Hein. J'ai vu la balle arriver au ralenti. Mais c'était pas la banque que j'ai vue. Moi, c'était une vraie balle. Hein. Alors, tiens, à propos de bip. Là, c'est vraiment une bande d'enfoirés quand même. Hein. Si c'est pas des trous de balles, pardonnez-moi. Oui, il l'a dit. Je sentais qu'elle allait dire. Je sentais. Voilà. Non, mais c'était inévitable. Figurez-vous que les Portugais, qui ne savent pas comment mettre encore plus d'impôts sur les gens pour rembourser eux aussi leurs dettes, hein, parce qu'ils sont pas. Voilà. Alors, je vous le donne dans le mille. Le Portugal a imposé un nouvel impôt sur les fenêtres. On vient aux 4 vieilles. C'est énorme. En France, nous avions les 4 vieilles, dont l'impôt sur les portes et fenêtres. Exactement, c'est pour ça que vous avez tout un tas de châteaux, par exemple, ils n'ont pas de fenêtres, ils ne vont pas payer d'impôts. Voilà. Eh bien, figurez-vous, alors ça, c'était le 20 août. Tout à l'heure, on parlait du mois d'août. Hein, voilà, Le gouvernement corrompu portugais a fait sienne l'idée des Anglais ils ont été les premiers à lancer ça en 2009, hein, je précise. Donc, imposer une taxe foncière sur la jolie vue de votre appartement. Alors, qui dit jolie vue dit fenêtre. Hein. Parce que si vous avez un mur, vous ne pouvez rien voir. Hein, parce que techniquement, ils sont malins. C'est pas une taxe sur la fenêtre, c'est une taxe sur la jolie vue. Ah oui, c'est à partir de la fenêtre. Non, mais c'est sémantique tout ça. Hein. Voilà. Alors, c'était dans Deutsche Welle qui a donné l'information je vous le donne dans le mille, le 15 août. Voilà. Bravo, vous savez, le 15 août, c'est comme le 3 janvier qui permet de tout passer sous le nez du peuple. Alors, je vous lis cette idée a été un gros bouleversement pour nous. Fermez les guillemets, a confié Louis Meneses Leito, le chef de l'association des propriétaires de Lisbonne. Eh ben oui. Le gouvernement n'a pas discuté avec nous et a pris la décision de modifier la loi au cours des vacances parlementaires, donc aucun débat n'a eu lieu à ce propos. Évidemment, c'est comme ça qu'ils passent les lois. Oui, mais alors c'est une loi qui n'est pas votée alors.
ils ont voté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un décret. Ben, ah oui, d'accord. Donc, il n'y a même pas de discussion à l'Assemblée, quoi. C'est ta gueule. C'est ce qui nous pond. C'est le peuple, ta gueule. Ça nous pond au nez. Voilà. Bah, c'est un 49-3, à leur façon. Oui, hein, vous êtes d'accord? Ou un décret. Alors, il y a beaucoup de gens, on a pensé à un poisson d'avril. Bah, les Portugais aussi, bah non. Alors, je vous donne, donc c'est sérieux. Les propriétaires de maisons et d'appartements situés dans des zones pittoresques ou ensoleillées. Alors, le Portugal, c'est quand même assez ensoleillé. Oui, hein. J'aime beaucoup le truc. Ça serait pour les Norvégiens, on comprendrait, mais. Oui. Ou les Finnois, c'est de l'autre côté. Non. Donc, ensoleillé, ayant par conséquent une belle vue, et comme d'une taxe supplémentaire, et pas modique de fait, la vue sur la mer, par exemple, peut augmenter la taxe d'habitation de 20%. Et les Portugais qui ont la chance de l'admirer devront dorénavant la payer, signale Deutsche Welle. Voilà, donc tout est logique et les artistes sont des visionnaires, parce que, c'est ce que j'écris, celui qui a dessiné les divers billets euros les a illustrés de ponts, de portes et de fenêtres. Oui, l'impôt sur les fenêtres, comme au XVIIIe siècle, est bien de retour pour payer les députés qui trahissent le peuple, aussi bien au Parlement national qu'au Parlement européen, ainsi que la dette portugaise fabriquée de toutes pièces avec la planche à billets américaine. Bientôt, les portes seront taxées. Ben voilà. Ah voilà. Bien sûr. C'est normal. Alors, je rappelle que les billets euros, vous savez, si vous prenez un billet, tous les monuments que vous avez dessus n'existent pas. Ils sont des monuments pour qu'il n'y ait pas de fierté nationale. Voilà. Hein, parce que voilà, on en a déjà parlé, mais c'est grotesque. C'est pour ça que ces billets sont moches. Ils ont fait volontairement des billets moches pour que les gens ne les gardent pas, pour qu'il n'y ait pas l'idée même les couleurs. Ils sont allés chercher les couleurs les plus rebutantes pour les gens. C'est calculé. C'est bien calculé. Hein. Oui, sur le billet de 5 €, là, il y a un arc de triomphe qui n'en est pas un. Voilà. Qui ne ressemble à aucun arc de triomphe. Et nous allons savoir si c'est un billet récent. Oui, il est signé Mario Draghi, il n'est plus signé Jean-Claude Trichet. Mais enfin, c'est vrai que c'est pas glorieux. Ah non, c'est pas glorieux. Hein. Ça n'a pas la beauté de nos superbes billets de la Banque de France des bonnes années 50. Et vous savez que sous la demande spéciale des Américains, la BCE n'a pas sorti le billet de 1 €. Parce que l'idée de base, c'était la même chose, c'était de faire des billets exactement comme le dollar. C'est le billet de 1 $, le fameux billet de 1 $ qu'on donne aux voituriers, pour boire, machin, etc. Oui. Eh bien non, c'est pour forcer les Européens, pour que la valeur soit basée sur 5 et pas sur 1. Énorme. Ouais. Donc techniquement, c'est une augmentation de je ne sais plus combien, de 30 ou un truc comme ça. C'est vraiment la grande arnaque. Vous savez, le passage à l'euro a été la plus grande arnaque, le plus grand vol de l'histoire de la planète. Tout a été multiplié par 6. Et alors pourtant, les Français sont très attachés à l'euro. Parce qu'on leur a vendu comme ça. On leur a vendu comme ça. Rappelez-vous, lorsque on est passé à l'euro, les télévisions faisaient des directs devant les agences bancaires, hein, et ils filmaient des gens, parfois même des acteurs. Hein. Ah oui, je suis tellement content d'avoir ces bureaux. Connard, mais qu'est-ce que ça change pour toi que t'aies des... Non, mais c'était vraiment ça. Hein. C'est le bureau qui va t'accepter partout, etc. Sauf que ce que les gens n'ont pas vu, c'est que les prix allaient être multipliés par 6. Et pour la première fois, la Banque de France avait battu le record de comptes à découvert en France 5 mois après. Parce que les gens calculaient tout, ils disaient 1 € égale 1 franc. Dans leur tête, c'était ça, et en fait, c'est 6 fois plus. Bien sûr. Mais bon. Alors, les Français, ils sont très attachés, ils sont plus attachés que les Italiens, par exemple. Hein, écoutez, je ne crois plus à ces sondages. Oui. Je ne crois plus à ces boîtes de sondages. Pour une raison très simple. On l'a vu dans le Brexit. Tous les sondeurs avaient dit que le rester dans l'Europe allait gagner massivement avec 5 points d'avance ou 6 points d'avance et que sais-je. Résultat des courses, ils se sont pris la méga raclée. Il faut savoir qui commande, qui paye pour le sondage et quelle est la boîte de sondage qu'il fait. Si c'est une boîte de sondage, elles sont quasiment toutes américaines, hein, ou celles de Bruxelles, laissez tomber. Voilà. Alors donc, moi, je pense que les Français sont surtout attachés à leurs économies. Ils n'ont rien à se tirer que ce soit un billet... Alors, est-ce que, par exemple, on peut envisager qu'ils consentent à se retirer de l'euro?
C'est le problème de Marine Le Pen. Oui, en effet. Philippot lui a joué un tour là-dessus. On l'a vu lors des élections, dans tout ce qu'on a reçu dans les enveloppes, vous savez, les professions de foi des candidats. La sortie de l'euro, etc., avait disparu comme par hasard, alors que l'on parlait. Et aujourd'hui, on a vu par exemple Ménard, qui a dit je veux rester dans l'euro, etc. Mais on lui aurait demandé à Ménard, mais c'est intéressant qu'il en parle. On lui aurait demandé, il vient tout d'un coup expliquer aux journalistes qu'il faut rester dans l'euro. Donc déjà, il pisse dans les bottes de Marine Le Pen et surtout de Marine, parce que Marine a toujours été pour la sortie de l'euro. Donc là, vous voyez qu'il y a des manipulations très très intéressantes qui sont menées. Parce que d'autres encore le disent aussi. Ici même, à cette antenne, nous avons fait venir des partisans de la sortie de l'euro qui n'étaient pas forcément des politiques. Mais on a l'impression que l'opinion ne peut pas progresser dans ce domaine. Mais attendez, mais les Anglais ont gardé leur monnaie, la livre sterling, ils ont gardé leur autonomie de leur banque centrale. Pourquoi nous, on a rendu toutes les clés de notre porte-monnaie à ces crétins de la BCE? Mais c'est monstrueux. Vous savez qu'il s'est passé un truc tout à fait étonnant cet été. La Slovénie a mené une grande escroquerie bancaire, bien entendu, dans le cadre de l'Europe. Et des citoyens ont déposé plainte, et donc un juge a fait une descente à la Banque centrale de Slovénie, qui est membre de la BCE. À Ljubljana. À Ljubljana, voilà. Et alors là, cri d'orfraie de Mario Draghi en disant, il a écrit au président de la Slovénie, il a écrit au président du Parlement européen, etc. Enfin bref, en se plaignant qu'un policier ait pu mettre les pieds dans la Banque centrale de Slovénie. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale de Slovénie ou la Banque centrale de France est devenue un endroit diplomatique où la police locale n'a pas le droit de pénétrer pour voir toutes les escroqueries qu'ils sont en train de mener. C'est quand même extraordinaire. C'est très parlant, ça. Oui, c'est très parlant. C'est vraiment... Voilà, j'aimerais que les spectateurs aient ça en tête, cette anecdote. Vous la retrouverez sur quotidien.com, cette descente de police à la Banque centrale de Slovénie, Mario Draghi en a fait une jaunisse. C'est un scandale. Vous n'avez pas le droit de mettre vos pieds dans la Banque centrale. C'est un territoire diplomatique extraterritorial. Incroyable. Mais c'est incroyable, c'est comme le Vatican. Oui. Mais bien sûr, c'est comme le Vatican. Oui. La police italienne n'a pas le droit d'aller sur la place Saint-Pierre. Enfin bon, elle est tolérée pour piloter les touristes, mais techniquement, elle n'a pas le droit de rentrer dans le Vatican. Alors, je reviens à l'euro, et nous terminerons là-dessus, et je reviens du côté de l'Allemagne. En Allemagne, on commence à parler de 3 niveaux d'euro. Il y a des propositions qui vont dans cela. C'est vieux. Non, mais c'est vieux. Oui. Il y aurait l'euro allemand, à forte... L'euro allemand, norvégien, voilà. Enfin pas norvégien, voilà. Les pays scandinaves. Voilà. Les pays du Nord. L'or du Rhin. L'euro moyen. L'euro moyen. Et l'euro pour les pauvres. L'euro des pauvres. Alors pardonnez-moi, je vous donne une anecdote là-dessus. C'était à la suite de l'explosion de Wall Street en 2008, 29 septembre 2008. Mois d'octobre-novembre, il y a eu plusieurs réunions secrètes, notamment à l'Elysée, pour diviser l'euro effectivement en deux. C'est-à-dire il y aurait l'euro Portugal, Grèce, machin, etc. Enfin tous les pays pauvres, et l'euro fort, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, voilà. Mais c'est ce qui aurait dû être fait depuis le début. Voilà, tout simplement. Et ça vous paraît préférable à par exemple, une monnaie commune, mais qui ne serait plus une monnaie unique? Je suis partisan de la monnaie, commune, mais je suis en même temps je veux dire, avant, je suis journaliste depuis 30 ans, j'ai voyagé, j'ai fait tous les pays européens, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des problèmes parce que j'allais en Italie ou parce que j'allais en Allemagne. Le change n'a jamais été un problème. Voilà, on prenait les francs, ils s'en foutaient, vous n'avez même pas besoin de les changer. Les Italiens prenaient vos francs, les Espagnols prenaient vos francs, les Portugais prenaient vos francs. Ils étaient même ravis de les prendre. Oui. Voilà. Comme aujourd'hui, quand vous allez avec des euros en Turquie ou au Liban. C'est ça. En Turquie ou au Liban, on prend des euros sans difficulté. C'est ça. Mais malgré tout, la monnaie commune,
nous restitue un avantage considérable, c'est-à-dire la possibilité d'ajuster notre monnaie en fonction, évidemment, de nos performances. Et nous rend cette capacité de nous adapter à nos exportations et à nos importations. Et ça, c'est quand même une chose, même, encore une fois, Stiglitz, prix Nobel d'économie, je vous vois sceptique, défend cette idée. S'il y avait un prix Nobel à donner, ce serait à Antal Fekete pour moi. Mais bon, passons. Les Américains ont leur monnaie unique, les Allemands ont leur monnaie unique. Ça n'a jamais empêché l'Allemagne, avant l'euro, d'être le roi de l'exportation. Est-ce que le Deutschmark soit accepté partout? C'est une question juste de puissance économique. Voilà. Les pays pauvres prennent toujours la monnaie. Vous savez, c'est la loi de Dexter, hein, la mauvaise monnaie. Grisham. Pardon. Grisham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Hein, et les gens gardent donc c'est comme en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, les gens gardaient leur Deutschmark. Oui. Dans leur porte chez eux, oui. Hein, et au marché, ils dégageaient les dinars. Oui. Hein, voilà, c'est la même chose. Donc c'est la bonne monnaie. Et Gresham était l'économiste contemporain d'Élisabeth Ier, deuxième moitié du XVIe siècle. Absolument. Donc il avait bien compris ces choses-là. Oui, il avait compris parce qu'il y avait à l'époque, il y avait deux pièces de monnaie exactement qui avaient la même valeur. Il y en avait une qui était très belle, et une autre qui était ancienne, usée, machin, etc. Et donc les gens gardaient les belles pièces, enfin je résume, hein, gardaient les belles pièces pour eux et se débarrassaient des pièces usées. Et en France, nous étions bimétallistes, c'est-à-dire que nous avions des pièces d'argent et des pièces d'or. Et des pièces d'or, et les pièces d'argent circulaient, les pièces d'or stockées, et c'est pourquoi la monnaie en France s'appelle l'argent. Mais exactement, mais vous savez, je suis né en 60, donc je me souviens que pour les bonnes notes, les machins, on avait droit à la pièce d'argent 50 francs Hercule, hein, la pièce d'or pour la communion, c'est plus à la mode aujourd'hui, etc. C'est la pièce d'or, la tante Yvonne, la tante Marthe, donnait toujours, voilà, à Noël. Ce sera notre conclusion, car figurez-vous qu'à l'école, ce n'est plus du tout cela. Il s'agit non pas de noter vos performances, de noter, de récompenser votre... mais de vous noter en fonction de ce que vous avez fait. Si vous n'avez fait que 50%, eh ben on vous dira, c'est bien, vous avez fait 50%. Oui, je vois. Voilà. C'est très bien, c'est la méthode très brillant. Valo-Belkacem. Oui, c'est voilà. Valo-Belkacem. Là aussi, je crois qu'on est en train... avec sa méthode, bientôt, il n'y aura plus que 15 lettres dans l'alphabet. Et si vous voulez bien, nous restons sur le domaine de la monnaie. On fabrique en matière de diplôme des assignats, c'est-à-dire... Exactement, vous avez tout à fait raison. C'est de la fausse monnaie. C'est des faux diplômes. Et le bac est une fausse monnaie. Peut-être pas le bac maths, hein, pas ceux qui intègrent maths sup, maths p. Ah oui, mais ils n'intègrent pas sur le bac, ils intègrent sur le dossier. Sur leur dossier, oui. Tout à fait, voilà. Vous avez raison, c'est une très bonne analogie. Fausse monnaie. Eh bien, cher Pierre, merci. Merci à vous. À très bientôt. Merci à nos spectateurs. Désolé pour l'absence du troisième chauve, mais n'oubliez pas, un chauve qui peut dans cette crise financière. C'est le mot. À bientôt, chers téléspectateurs. Et je vous retrouve dans les signatures. Oui, les signatures. Alors Pierre, vous allez diffuser l'excellente parole que vous nous avez donnée au cours de cette émission. Dans plusieurs villes de France, quelles sont-elles? Et les dates? Alors justement, j'ai des signatures. Alors j'ai rendez-vous à Le Mans le 29 octobre, Valence le 26 novembre et à Paris. Hein, donc voilà, donc à tous les, parce que ça m'a vraiment demandé. Donc c'est un événement spécial Noël. Quelle date? Le 17 décembre. Donc 17 décembre. Voilà, donc vous avez les adresses sur quotidien.com. Et là, ça sera au 77, à Paris, ça sera au 77, oui, un 77, boulevard Montparnasse, c'est juste en face de la gare Montparnasse. Voilà. Parfait. Donc toujours de 14h à 18h.